Je vais demander à Arnold Munich et à Robert Sigal de nous rejoindre sur l'estrade. On va passer à un deuxième temps, qui est le temps de l'interview. C'était intéressant, vraiment merci d'avoir accepté l'invitation pour des rencontres de la Baule. C'est vrai que quand on a préparé un peu cette table ronde, on nous dit pourquoi on est invité. Je crois qu'il y a quelque chose qui est très intéressant. Quand on a fait des parcours en entreprise en particulier, la qualité, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit ou qu'on ne choisit pas. La qualité, c'est quelque chose qui ne se négocie pas. On a un peu l'impression quand même que dans notre profession de médecin, la qualité, c'est une qualité supplémentaire à avoir, mais ce n'est pas fondamentalement dans les fondements de la profession. Donc, ce qui est très intéressant dans vos parcours, c'est que vous avez un parcours politique, de recherche pour Munich, vous avez un parcours d'industriel et un parcours de manager, de directeur général d'établissement hospitalier pour Robert Sigal. Et donc, votre vision sur la qualité peut être enrichie de quelque chose qui est souvent peut-être un peu absent justement du parcours médical, c'est cette appétence, cette curiosité pour d'autres univers que l'univers de la santé. Oui, mais vous, Arnold aussi, hein, je pense que là-dessus, vous avez montré que vous intéressiez à des choses qui étaient un peu différentes simplement de la santé. Et donc voilà, c'est un peu sur ces thèmes-là que j'aurais envie de parler et de vous interviewer et de vous poser, Arnold, la première question, qui est la préoccupation de qualité pour vous dans l'histoire de la médecine et dans l'histoire du soin. Est-ce que c'est quelque chose qui est immanent? Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été d'une compréhension totale et d'une évidence absolue? Ou est-ce que c'est quelque chose quand même qui est une question moderne? Qui est une question de modernité, j'allais dire. Est-ce que c'est une nouvelle question? Oui. Je pense que Madame le doyen et Clara ont très bien rappelé la situation. C'est qu'on n'a pas appris, on n'a pas enseigné la qualité à la fac, pas plus quand on était étudiant qu'aujourd'hui. Et non seulement on n'a pas enseigné la qualité, mais tout a été fait pour tenir éloignés les étudiants en médecine des lieux de formation par la recherche. Parce que la recherche est quand même encore et toujours le meilleur moyen de former les esprits. Donc on peut se former à la recherche, ou comme disait Philippe Lazare, par la recherche. La recherche permet de former les esprits. Et comme on le disait tout à l'heure, à l'instant, pendant la discussion, dès lors que tout est centré vers l'examen national classant, les stages qui auraient une haute valeur de formation par la recherche sont tenus à l'écart, dès lors qu'ils n'ont pas un impact fort en matière de questions à l'ENC. Alors quelqu'un a posé la question de l'Europe tout à l'heure. Moi, je voudrais porter témoignage de pays qui ne sont pas particulièrement en avance sur le plan médical, et pourtant sur le plan pédagogique ils le sont. C'est la République tchèque, où, par construction, les étudiants en médecine doivent faire un stage de recherche. Et donc, il se trouve que je suis d'un jury annuel qui classe les étudiants pour leur donner une bourse donnée par le gouvernement français, d'ailleurs, c'est le prix Albert Schweitzer. Et je suis impressionné de voir les étudiants de 2e, 3e année de médecine formés par la recherche. Pas pour devenir des chercheurs, mais leur esprit est formé par la recherche, alors qu'au même moment, nos étudiants en médecine sont abrutis par des questions à apprendre par cœur. Donc, premier élément d'éclairage, il y a des pays qui se sont donnés pour objectif la qualité par la recherche. Et donc, ils doivent faire des stages, soit en République tchèque, soit en France, quand ils sont lauréats du prix Albert Schweitzer. Alors, comme ce n'est pas enseigné, comme on ne l'a pas appris, on l'a appris sur le tas. Alors, comme le disait tout à l'heure Madame le doyen, je crois qu'elle a absolument raison, ceux qui s'en sortent le mieux dans l'éveil de la culture de la qualité, c'est ceux qui font le choix d'une formation ultérieure, après l'internat ou pendant le M2, dans le cadre des postes d'accueil de l'INSERM, du CNRS. Donc cette façon de se former, alors c'est pas pendant les études de médecine, c'est après, mais c'est extrêmement précieux pour comprendre ce que c'est que la rigueur scientifique. Et qui est, l'éveil de la qualité passe par la culture de la rigueur. Qu'est-ce que c'est qu'un contrôle interne dans une manip? On ne peut pas interpréter une manip si on n'a pas un contrôle interne dans la manip. Il faut des contrôles à tous les temps, comme l'aviation civile nous l'a enseigné.
Et puis il faut des méthodes statistiques puissantes, il faut une méthodologie, et c'est pour ça que je pense que, et j'y reviendrai tout à l'heure, il y a beaucoup à attendre, vous l'avez dit, du compagnonnage avec l'université et les organismes de recherche. Alors comme ça n'a pas eu lieu, ben, on est confronté à nos incompétences lorsqu'il faut faire des projets à des PHRC où il y a toujours un paragraphe qualité. Alors, on est paumé, on n'a pas appris, on ne sait pas quoi faire. Et on considère, quand on écrit PHRC, que la qualité, c'est l'affaire des administratifs. Combien de fois j'ai entendu dire ça? Ce n'est pas notre problème de médecin ou de chercheur d'écrire le paragraphe qualité. Alors on se tournait vers le directeur ou la direction de l'hôpital pour écrire la section qualité, et en tout cas pas vers les médecins. Je voudrais vous faire observer quand même que la question de la qualité s'est invitée dans nos hôpitaux avec les questions d'accréditation. Et c'est vrai pour les laboratoires de biologie, mais pas tellement que je sache dans les secteurs cliniques. À l'hôpital américain, on en parlera tout à l'heure, il y a une accréditation double par les structures françaises et américaines. Donc c'est une accréditation extrêmement rigoureuse. Donc ils sont bien obligés, par le règlement des Américains en tout cas, d'être évalués et d'être accrédités. C'est vrai déjà dans le cadre des laboratoires de biologie, on passe les contrôles COFRAC, vous savez, et si on n'a pas la COFRAC, ben on n'est pas qualifié, on n'est pas accrédité, puis les choses s'arrêtent. Il y a maintenant, dans nos laboratoires, il y a des ingénieurs et techniciens qui sont retirés du pool pour devenir des ingénieurs qualité. Donc progressivement, les ingénieurs et techniciens désignent au sein des laboratoires des personnels qui vont se former et accompagner la démarche qualité dans les labos. Alors, je pense, et ça a été dit lors de la première table ronde, je crois qu'il faut le répéter avec force, l'université et les organismes de recherche ont une mission très importante. On ne peut pas envoyer la patate chaude en disant c'est l'affaire de l'HAS ou c'est l'affaire des hôpitaux. Enfin, on ne peut pas y arriver tout seul. Toute cette formation nécessite une coopération étroite. Et on a parlé de la simulation de l'annonce. Il faudrait rendre hommage à cette faculté, qui est celle de Nantes, qui est parmi les pionniers dans la simulation de l'annonce. Là encore, je n'arrive pas dans ma faculté de Necker Paris-Descartes, première fac de France à l'examen national classant, à faire comprendre aux doyens, qui par ailleurs est un type exquis, que la simulation de l'annonce fait partie de la formation médicale. Au contraire, on a des étudiants de plus en plus pétris de technicité et de moins en moins inspirés par l'humanité. Donc une espèce de vase communicant, technicité, humanité. Au point que vous voyez des gars qui balancent des paroles meurtrières aux familles, hein, épouvantables. Alors c'est très intéressant parce que quand on filme ces étudiants et qu'on leur montre la façon dont ils ont parlé, ils disent « c'est pas possible, j'ai pas pu dire ça ». Et une fois qu'ils ont eu cette conscience de leur erreur, ben, c'est gagné, quoi. Quand ils se sont vus en situation et quand ils ont vu ce dont ils sont capables, alors je pense que c'est gagné. Eh ben, je regrette, la simulation ne peut pas faire son entrée dans des grandes facultés de médecine parisiennes. Je salue l'expérience de Nantes, comme celle d'Angers, de Montpellier, où il y a des formations remarquables à l'annonce. On ne peut pas lâcher des étudiants, des internes ou des chefs de clinique sans les former à cette dimension essentielle qui participe de la qualité, qui est de la façon de parler à des patients. Alors, je pense que dans cette démarche qualité, je voudrais quand même vous dire tout de suite un mot d'une initiative dans laquelle j'ai été impliqué politiquement entre 2007 et 2012, qui était la création des instituts hospitalo-universitaires, les IHU, qui font couler beaucoup d'encre, à la fois jalousés, critiqués et encensés à la fois. Tout le monde veut avoir un IHU, et c'est bien parce que justement, la démarche qualité est au cœur de la démarche des IHU. Donc c'est un lieu où s'offre la meilleure médecine d'aujourd'hui et où s'invente la médecine de demain, avec aussi l'exigence de qualité. Donc, il ne s'agit pas seulement dans ces instituts de faire une recherche de pointe, mais aussi d'inventer des nouvelles pratiques. Je vous en dirai un bout tout à l'heure en conclusion. Alors pour nous, quand on a créé les IHU, la feuille était blanche. C'est exactement comme quand, avec Robert Sigal, on a une feuille blanche pour inventer un nouvel hôpital. Qu'est-ce qui serait bien, comme disait Robert Debré? Qu'est-ce qui serait bien, mon petit? Rêvons un moment. Qu'est-ce qui serait bien si on réinventait le système complètement? Et c'est à ça qu'on a été invité qu'on a invité nos collègues pour les IHU, et c'est à ça qu'on se livre avec Robert Sigal, c'est
C'était comment inventer des nouveaux instituts, des super CHU, dotés en capital pour 10 ans, de leur manière à leur permettre de gagner leur autonomie. Eh bien, les mots-clés, la création d'un institut hospitalo-universitaire, c'était la compétitivité, et ça peut se gagner que par la masse critique. Donc je ne sais pas comment on peut faire de la qualité quand on travaille tout seul. Je ne sais pas. J'admire les collègues qui sont seuls. Vraiment, je les admire. Je ne sais pas comment on peut faire de la qualité sans un staff, sans une réunion multidisciplinaire. Donc je crois que l'essentiel, c'est de ne pas être tout seul et de pouvoir partager d'une manière ou d'une autre, par des réunions le soir, entre collègues, échanger, se présenter, se faire contrôler par autrui, comme on a été accompagné dans un compagnonnage de la formation initiale. Alors, la compétitivité et la masse critique. Quand je dis compétitivité, c'est qu'on n'hésite pas à dire, bon, dans un IHU, on veut faire une recherche disruptive, on fait ce qu'il faut pour avoir les meilleurs chercheurs. Et il y a un benchmark, comme au foot, au mercato, et on sait que pour avoir un excellent chercheur, pour faire revenir ou retenir en France, ou faire revenir un chercheur français qui a foutu le camp aux États-Unis, ça coûte 300 000 € par an pour lui et son équipe. Donc on a mis au point un système qui permet de retenir ou de faire revenir les meilleurs qui vont inventer la médecine de demain. Donc masse critique, compétitivité et les plateformes. Il faut se réunir autour de moyens extrêmement performants qui permettent de faire de la qualité. Et l'hôpital, ne croyez pas que c'est un ghetto, une tour d'ivoire de scientifiques, pas du tout. C'est un lieu où travaillent ensemble les médecins, les centres de référence maladies rares pour le mien, mais le centre Alzheimer pour la Salpêtrière, il y en a tant d'autres qui marchent très bien, les associations de parents qui participent complètement, les usagers sont complètement intégrés dans la démarche, les chercheurs, les docteurs. Donc cette association des partenaires des centres de référence pour les maladies rares ou les centres de ressources autisme pour la pédopsychiatrie, tout ceci participe d'un networking dans le paysage national, dans l'Hexagone, qui est de nature à diffuser les bonnes pratiques. Donc ça ne peut marcher, et j'en resterai là, que si ce qui se passe, qui s'invente dans ces lieux d'excellence, des soins et de la recherche, que si c'est anastomosé avec des structures de valorisation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à faire venir des start-up ou à susciter des start-up qui vont générer des ressources pour pérenniser les IHU. Et puis, il faut absolument faire du réseau avec l'hôpital de proximité et la ville. Et pour vous donner un exemple, j'ai plusieurs exemples en tête, mais celui que je voulais vous raconter, et j'en resterai là avant de donner la parole à Robert, c'est que une expérience de la qualité, ou plutôt de l'absence de qualité, je l'ai faite depuis 20 ans, puisque ça fait 20 ans que j'interviens moi-même dans les hôpitaux de jour et les instituts médico-éducatifs d'enfants autistes ou handicapés ou polyhandicapés. Et donc, ça n'est pas les enfants, les malheureux, qui viennent à l'hôpital. Vous savez combien c'est pénible pour un enfant autiste d'attendre pendant des heures dans un lieu qu'il ne connaît pas, avec des gens qu'il ne connaît pas. Enfin, c'est épouvantable. Auprès de médecins qui n'ont pas envie de les recevoir, dans des structures qui ne sont pas adaptées pour répondre aux questions. Enfin, c'est épouvantable, quoi. Donc, un des modèles d'intervention, justement, pour promouvoir la qualité, a été de nous déplacer, nous, dans les instituts médico-éducatifs. C'est nous qui allons vers l'enfant, c'est pas l'enfant qui vient à nous. Ça fait 20 ans qu'on fait ça, et j'ai découvert à ma stupeur, quand je vais aller dans ces institutions, et quand j'y vais encore aujourd'hui, que 95% des enfants ont des dossiers médicaux vides. Ils sont gravement malades. Ils n'ont vu personne. Pas un neuropédiatre, pas un pédiatre, pas un généticien. Les dossiers médicaux sont vides ou totalement obsolètes. Et il suffit qu'une équipe mobile, un peu militante, parce que c'est du militantisme, il faut bien le dire, se rende sur les sites pour passer de 3% de diagnostic à un score qui est à peu près la moyenne européenne, qui est de 35 à 40% de diagnostic pour ces enfants, avec les délivrances que ça représente pour les familles, pour les frères, pour les sœurs, pour les mamans qui se sont interdits d'avoir d'autres enfants ou qui ont eu d'autres enfants atteints. Vous imaginez, moi, c'est ça qui compte pour moi. Le vrai progrès, j'en resterai là, c'est pas un progrès pour quelques-uns. Le vrai progrès, la vraie qualité, c'est le partage du progrès. C'est pas le progrès pour une poignée de personnes. Merci de votre attention.
Merci beaucoup de cette intervention. Il y a le côté militant qu'on reconnaît dans les constructeurs des différents plans maladies rares, mais ce sont quand même, si je peux me permettre, pour travailler dans le domaine des maladies rares assez souvent, ce sont quand même des exemples qui sont tout à fait exceptionnels. C'est une mobilisation conjointe des familles, des malades, des associations, de la plateforme maladies rares et des filières, qui est un exemple, à mon avis, tout à fait vertueux, mais qui reste un exemple exceptionnel. C'est pas fondamentalement comme ça que ça se passe dans l'intégralité des hôpitaux français ou des structures de soins françaises. Vous avez tout à fait raison, mais c'est pas le peloton qui tire le Tour de France, hein, c'est le maillot jaune. Donc, comme on ne compte pas sur le peloton pour tirer le Tour de France, il faut bien identifier quelques maillots jaunes dans le cancer, dans l'Alzheimer, dans les maladies rares. Je crois que c'est ça la vertu des IHU, c'est de donner envie, et ça donne envie. Cette initiative donne envie, ça donne envie aux autres de rattraper le maillot jaune. Donc on n'a pas de pouvoir sur tout le monde, on n'a que le pouvoir de l'exemple, de l'exemplarité et de la faisabilité. Et donc je vais vous dire, c'est faisable. Merci beaucoup. Robert Sigal. Quand on gère un hôpital comme l'hôpital américain, on a ces deux systèmes de contraintes avec des cultures différentes, parce que la qualité, ce n'est pas simplement une question rationnelle, c'est une question d'adaptation des comportements à des modèles culturels, à des modèles référentiels différents, sociétaux. Comment on arrive à allier cette double exigence pour en faire un point de différenciation et un point de construction ? D'abord, merci pour votre invitation, bien sûr. Un bref mot tout d'abord sur un point de vue d'industriel sur la qualité. La qualité, dans le monde de l'industrie, on a l'habitude de dire que seule la qualité paye. Et c'est quelque chose qui est présent dans l'industrie depuis la révolution industrielle de Ford et qui s'est accentué après la Deuxième Guerre mondiale. Tous les grands groupes pharmaceutiques, médicaux, industriels se sont différenciés par la qualité. Après tout, nous tous dans cette salle, quand on achète une voiture, c'est parce qu'on fait attention à la qualité de la voiture. Donc l'industrie, maintenant, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les années 50, tourne autour de la qualité. Elle a éliminé ses compétiteurs sur la non-qualité et les grands groupes ont progressé sur cette notion de qualité. La qualité coûte cher, ce qui est d'ailleurs un moyen d'éliminer ceux qui ne peuvent pas mettre le prix de la qualité. De quoi parle-t-on quand on parle de qualité dans l'industrie ? On parle de mathématisation, de data, on parle de processus, on parle de gestion de projet, on parle de formation des équipes à la gestion de projet, et puis enfin, on parle de retour et de prise en compte sérieuse de l'expérience client. Quand on compare le monde de la médecine au monde de l'industrie, on voit que le monde de la médecine ne vient pas de ces bases-là. Alors j'ai passé l'internat il y a maintenant quelques années, mais les choses ont sûrement changé. Mais je me souviens qu'on parlait de signes, diagnostics, traitements, on rassemblait les symptômes, et on comprend bien pourquoi. La question, quand on est dans le monde médical, c'est pas de faire des statistiques sur une population générale, c'est de regarder Monsieur Dupont, Madame Durand, l'enfant un tel, et de voir pour chacun d'entre eux quel est le problème. Donc, la qualité arrive dans le monde médical avec 50 ans de retard sur l'industrie. Et d'ailleurs, moi je salue le colloque que vous faites aujourd'hui, c'est intéressant, mais dans le monde de l'industrie, ces colloques-là ont eu lieu il y a 50 ans. Il faut juste être conscient de cette affaire-là. Alors, comment le monde de la médecine a abordé progressivement la qualité ? Il l'a déjà abordé à travers ce qu'on appelle evidence-based medicine, c'est-à-dire effectivement l'idée que la statistique allait pouvoir donner des datas qui seraient une source de qualité. Ce n'est pas le seul. Tout ce qui a été dit auparavant par les uns et par les autres, pour moi, reste tout à fait valable. Mais je voulais juste insister sur ce biais de l'evidence-based medicine et des data pour dire que c'est quelque chose qui s'impose et qui va s'imposer. Et c'est le troisième point sur lequel je voudrais maintenant insister. Donc, le monde de l'industrie a de l'avance. Le monde de la médecine rentre maintenant dans la course. Il y a un nouveau monde qui rentre maintenant. C'est le monde des payeurs. Quand vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, que ce soit Medicare ou Medicaid, ou quand vous regardez ce qu'on appelle les Blues, Blue Cross Blue Shield, ou quand vous regardez maintenant les payeurs en France, quand vous regardez ce qu'est l'article 51 de la PLFSS, il est évident que ce monde-là
de la finance ou de la technostructure regardent maintenant les indicateurs de qualité comme un moyen clair de décider ce qu'ils vont payer ou ne pas payer. Donc je crois simplement qu'il faut avoir ça à l'esprit, c'est tout. Ne pas en faire ni plus ni moins. Et je voudrais juste terminer en disant que face à ce troisième point qui est le monde de l'argent, qui est là pour financer, et il faut en tenir compte, car la santé a un coût, bon, il ne faut pas oublier ce qui au début fait le serment d'Hippocrate dont on a parlé, qui est tout simplement qu'au milieu de ça, il y a des malades et il y a de l'humanité. Et donc, moi je vois un risque tout simplement à ce que l'on passe d'une médecine qui était une médecine très relationnelle, individuelle, sur laquelle il y a eu des reproches de non-qualité, à une médecine obsédée par des indicateurs et de qualité dans lequel on perde la relation malade. Donc je veux dire que le balancier qui passe d'un côté à l'autre devra, je suis sûr que ça arrivera, à un moment donné revenir vers un juste milieu où certes il y a des indicateurs, certes il y a une mathématisation, certes il y a des aspects financiers, mais la relation individuelle, fondamentale après tout dans ce qu'on appelle le colloque singulier, reste présent avec les malades. Je crois qu'on comprend bien en ayant écouté Arnold et Robert pourquoi on a choisi de les inviter. Si je continue dans la veine un peu, non pas Alman Averno, mais il y a 15 ans, j'avais quitté moi, ou un peu moins, mais Robert Sigal était le Mbappé de l'IGR, le futur patron d'un grand hôpital de cancérologie française. Et puis le sort en a décidé autrement. Tu es parti vers des destinées industrielles. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut un cadre si particulier que celui de l'hôpital américain de Paris pour arriver à ce mariage entre la qualité de l'industriel et l'humanisme total assumé par Arnold? Alors, écoutez, sur l'hôpital américain, évidemment, la situation se pose de façon un peu spécifique. La mission de l'hôpital américain, ce qui le constitue, c'est d'offrir le meilleur de la médecine française et américaine. Donc il y a un positionnement, c'est un positionnement dans l'industrie, il y a des segments de valeur. Le positionnement de l'hôpital américain, c'est de délivrer ce meilleur de la médecine française et américaine. C'est une structure privée et libérale, donc là, la contrainte économique joue. Je pense simplement que la raison pour laquelle on va confier la destinée de l'hôpital américain, c'est simplement de dire que seule la qualité paye et les finances comptent, mais dans un hôpital, la stratégie médicale est au centre de la stratégie. Et c'est le sens même de ce qu'est l'hôpital américain actuellement. Oui, pour être un tout petit peu plus, peut-être, non pas disruptif, mais un peu plus poil à gratter là-dessus, c'est que l'hôpital américain, certes, c'est privé, mais au sens américain du terme des fondations, c'est-à-dire il n'y a pas non plus de but lucratif, il n'y a pas d'actionnaire derrière l'hôpital américain. Or, on s'aperçoit aussi que si on regarde aujourd'hui le paysage hospitalier, bon, il y a des réussites très importantes dans le privé, il y en a beaucoup dans la salle, il y a des réussites importantes dans le public, mais peut-être que le modèle intermédiaire, qui est aujourd'hui représenté par ce qu'on appelle le non lucratif, ou en tout cas fait peut-être preuve d'une supériorité. Alors, l'hôpital américain est effectivement une fondation à but non lucratif. Moi, je dirais, j'ai passé 20 ans dans les centres anticancéreux ou les PSPH ou les ESPIC. Je pense que c'est un monde sur ce qui, moi, j'ai trouvé fait la valeur de ce monde-là, c'est qu'effectivement, le but non lucratif et le fait qu'il y avait une taille qui permettait effectivement l'expérimentation, pour dire les choses de façon simple, le tâtonnement, le fait de pouvoir procéder par itération était extrêmement précieux. Et l'hôpital américain, effectivement, actuellement, permet d'expérimenter, de poser un certain nombre d'hypothèses et de monter un certain nombre de choses en matière de qualité qui sont effectivement assez uniques, il n'y a pas de doute là-dessus. Arnold, tu l'as dit tout à l'heure, mais entre un IHU et un IME, il y a quand même, c'est vrai, une distance assez grande. Tu l'as dit par toi, ton engagement personnel, mais sur le plan de l'organisation dans les territoires, comment mieux marier cette invitation à l'excellence, cette qualité par l'exemple qu'est l'IHU, et en même temps l'implication dans des structures vraiment quotidiennes avec l'engagement auprès des
des premiers concernés, que sont les familles, les patients eux-mêmes, les jeunes malades. Comment on peut non seulement faire exemple, mais généraliser ce type de comportement, je dirais, et aussi de processus? Merci, Benoît. C'est vraiment le défi qualité principale, c'est-à-dire que ce ne soit pas l'apanage d'un petit nombre, mais qu'on puisse généraliser le concept. Alors, il y a 3 régions qui ont imité notre modèle maintenant. C'est la région Rhône-Alpes, les Hauts-de-France. J'ai entendu une intervention des Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, et qui ont reproduit le modèle de la région de l'ARS Île-de-France. Donc, nous sommes soutenus par l'ARS Île-de-France, qui nous fait extrêmement gré d'avoir rattrapé un nombre incalculable de balles perdues, si tu vois ce que je veux dire. Des mômes qui sont passés complètement à travers le filet, avec des maladies génétiques qui se baladent, qui ne verront plus jamais personne, qui souvent n'ont jamais vu personne, et ne verront jamais personne. Et tu imagines ce que ça implique comme récidive dans les formes génétiques, comme interdiction d'avoir... Autocensure d'avoir d'autres enfants pour des parents qui sont privés, impossibilité d'accéder au progrès médical. Donc devant ce constat, cet échec retentissant de la médecine pour les plus vulnérables, c'était un devoir de l'IHU de faire le premier plat. Donc c'est la Rolls d'Imagine qui se gare devant l'hôpital de jour de Chevilly-Larue toutes les semaines. C'est ça, pour moi, un investissement d'avenir. On emmène la Rolls devant la porte. Voilà. Et c'est les enfants qui seront vus par les meilleurs de mon service. Et ce concept-là a été reproduit Rhône-Alpes et Hauts-de-France. Je pense que c'est possible. Il y a une fluidité des équipes. Au fond, ce qu'on a discuté tout à l'heure sur les médecins de la médecine générale, je crois qu'on peut le généraliser à des équipes hospitalières entières qui pourraient diffuser la qualité et le progrès médical en faisant le premier pas. C'est une conception du lien ville-hôpital complètement à inventer ou à réinventer. C'est ce que va annoncer le président de la République dans 3 semaines? Tu n'es plus sur... Bon, d'accord, c'est vrai. Je voudrais juste donner un complément de ma réponse de tout à l'heure, si tu le permets. L'hôpital américain est une fondation à but non lucratif. Il se trouve qu'il y a 375 médecins qui sont tous des médecins libéraux. Donc on est aujourd'hui à la réunion de l'URPS. Je voudrais donner un peu de couleur à ce que ça veut dire dans un hôpital comme ça. Qu'est-ce que veut dire le concept de qualité? Juste 2 points. Le premier, c'est que l'hôpital fait l'objet d'une double certification. Le premier par la HAS, comme tous les hôpitaux français. Le second, je salue Dominique Le Guludec. Le second est que l'hôpital est surveillé par la Joint Commission américaine qui, historiquement, a mis en place ces processus qualité. Je vais relier à ce que j'ai dit sur l'industrie. Hein. C'est aussi simple que ça et aux payeurs, parce qu'aux États-Unis, un hôpital qui n'est pas surveillé par la Joint Commission, les malades ne sont pas remboursés, donc eux sont extrêmement stricts sur cette affaire-là. Donc l'hôpital américain est surveillé depuis 1954. Donc ils débarquent dans l'hôpital et c'est costaud. Comme ils vous disent, ils vous préviennent. Donc la dernière visite a eu lieu en 2017. Ils nous ont prévenus. J'ai reçu un mail à 7h30 le 27 juillet dernier et ils sont arrivés à 8h. Donc on avait été prévenus, effectivement, et ils ont débarqué. Donc ça, c'est la chose sur la qualité. Donc les médecins, par rapport à ça, se mettent au standard de la qualité. La deuxième chose, c'est l'accréditation individuelle des médecins. Donc nous sommes le seul hôpital en France, à ma connaissance, à avoir une accréditation individuelle des médecins, tous libéraux, qui se fait bien sûr à l'entrée, ça, il n'y a pas rien de spécial, mais tous les 2 ans, les médecins repassent par une commission d'accréditation où il y a 3 corps, si je puis dire. Il y a leur père à travers la commission médicale, il y a la direction, le directeur médical, et il y a un gouverneur, puisque l'hôpital américain a des gouverneurs du conseil d'administration. Et les médecins repassent dans ce filtre tous les 2 ans. Il n'y a pas les patients? Non, les patients ne sont pas dans la commission d'accréditation. On a une commission des usagers, bien sûr, comme tous les hôpitaux. Et l'autre chose, c'est que depuis 1 an et demi maintenant, on a mis en place des groupes de bonnes pratiques médicales. Donc ça veut dire qu'en oncologie, en cardiologie, etc., les groupes définissent les bonnes pratiques selon les standards qui sont ceux, alors ensuite de la société française 2, ou de la société européenne 2, ou de la société américaine 2, ça peu importe. Et les médecins sont censés faire ça. Je dis ça parce que moi je vous dis, universitaire venant du monde de l'IGR, je vois la révolution mentale qui est en train de se faire, de médecins libéraux qui pouvaient être dans la dynamique « je fais ce que j'ai à faire sûrement très bien, mais personne ne va m'expliquer ce que je dois faire »,
avec l'idée qu'on va se mettre ensemble, on va travailler, et on va travailler ensemble sur des guidelines qui sont partagés par l'ensemble des professionnels. Et ça fait progresser. Et bien sûr, les RMM, dont quelqu'un a parlé tout à l'heure, les revues de morbidité et mortalité sont mises en place. Donc je voulais juste apporter ce témoignage pour dire que la question de la qualité, pour moi, la qualité médicale, est une question totalement ouverte. Elle concerne le monde académique, elle concerne le monde public, elle concerne le monde privé. Moi, je vois que dans une structure aussi libérale et individualiste comme pouvait être l'hôpital américain, cette question est totalement à l'ordre du jour à travers, encore une fois, l'HAS, la Joint Commission, ce qu'on appelle les Good Medical Practice et les choses comme ça. Alors, on va prendre quelques questions. J'en ai une ici. Merci. Alors, je suis le docteur Serge Pléné, le vice-président de l'URPS Guyane. Alors, je suis à la fois bio et à la fois généraliste. Et ma première intervention, enfin ma première question, ça va concerner les biologistes, puisque je viens d'entendre parler de l'accréditation des bios, qui a presque été citée comme exemple, et on sait, pour personnellement l'avoir été, cette accréditation, qui est une accréditation lourde, puisqu'elle a été inspirée de l'accréditation industrielle, on a vu ce que ça a donné. Ça a entraîné la fuite et le départ de beaucoup de biologistes qui avaient monté leur affaire et qui étaient complètement dans le métier, parce qu'on s'est rendu compte qu'elle était très chère, qu'elle était très spécialisée et qu'à la limite, elle n'était plus du tout humaine. Alors, ce que je voudrais, c'est quand même attirer l'attention sur un excès d'accréditation. Cet excès d'accréditation dans le cadre des biologistes. Enfin, le problème qui se pose aussi pour les bios et qui est intéressant, c'est le COFRAC. Alors le COFRAC, on s'est rendu compte qu'en fin de compte, qui évaluait les gars du COFRAC? D'ailleurs, le résultat de tout ça, c'est qu'on a un petit peu revu ça à la baisse. Et évidemment, aujourd'hui, on se rend compte que cette accréditation, telle qu'elle avait été pensée, est pratiquement infaisable. Enfin, juste une petite parenthèse en plus sur l'opportunité de l'évaluation. Alors tout à l'heure, l'ancien président de SM, je crois, Éric Henry, il me semble que c'est bien son nom, a précisé une chose intéressante, c'est qu'on se rend compte que l'évaluation, il y a et ça a été dit également par la présidente des étudiants, on n'a pas de candidats capables d'aller dans certains coins. Et là, on se rend compte que tout le monde parle de désertification, on aurait peut-être véritablement une vraie opportunité pour pouvoir envoyer ces étudiants dans des endroits. Car s'ils n'y vont même pas pour un stage d'évaluation, comment ils vont pouvoir s'installer plus tard? Voilà. Alors moi, ce que j'insiste beaucoup sur les dangers d'une évaluation qui a entraîné pour les bios, je le répète, des structures gigantesques, des structures industrielles aujourd'hui, et où on se rend compte que les médecins qui demandent aujourd'hui des examens, je pense par exemple au fer, ben ils ont réussi, par exemple, à en faire disparaître. Donc voilà un danger où nous, médecins, avec la nécessité de certains paramètres qui sont très intéressants pour notre pratique, aujourd'hui est décidé par des entreprises financières. Écoutez, monsieur, moi, si vous me permettez, je veux bien réagir là-dessus. Vous ne faites que confirmer ce que je vous dis au début, c'est-à-dire dans le monde de l'industrie, la grande industrie, les grands groupes ont effectivement éliminé des concurrents en utilisant aussi les mécanismes de qualité et d'accréditation. Alors, en disant ça, je n'ai pas de réponse, parce que mettre en place des mécanismes de qualité de surveillance, c'est indispensable, on le comprend bien. On ne va pas dire qu'il faut les mettre de côté sous ce prétexte-là. Mais le fait est que c'est vrai qu'il y a des petits boutiques, des petits commerçants ou des petits industriels ou des petits entrepreneurs qui ont disparu du fait de la lourdeur et du coût des mécanismes de mise en place de la qualité. Et indiscutablement, je ne peux être que d'accord avec vous. C'est-à-dire en France, on a constaté en biologie effectivement que le regroupement des laboratoires, je ne dirais pas sous le prétexte de la qualité, parce qu'il y a une vraie raison de la qualité, il ne faut pas non plus mettre ça de côté, aboutissait à ça. C'est vrai, c'est un fait, on l'a constaté, je suis d'accord avec vous. Michel Ballereau n'est pas là. Je suis d'accord aussi avec vous que du coup, dans certains territoires, vous parlez de la Guyane, je ne connais pas, j'imagine que ça pose des problèmes extrêmement compliqués parce qu'on met en place un espèce de mouvement, un rouleau compresseur qui laisse de côté des situations qui sont incapables de gérer cette situation-là. Je comprends tout à fait ce que vous dites. Je voudrais juste dire, monsieur, moi je comprends tout à fait votre souci, c'est le nôtre aussi. Car voilà un sujet d'exclusion qui est intolérable.
pendant des années, notre service faisait des staffs hebdomadaires avec l'île de la Réunion. Donc on a porté assistance, on est en appui des staffs multicompétences de l'île de la Réunion. On était aussi point d'appui pour les tests génétiques les plus pointus qu'on ne pouvait pas dupliquer et mettre en place aisément à l'île de la Réunion. Donc je crois qu'il faut s'adapter à chaque situation, que la télémédecine, ça existe, qu'on peut envoyer des prélèvements pas ultra urgents, et la génétique, c'est pas à l'heure près, et qu'il faut absolument organiser, comme on l'a fait sur l'Hexagone, dans les centres de référence et les centres de compétences, un dispositif qui permette de ne laisser personne sur le bord de la route. Mais je pense que c'est très difficile d'imaginer que dans chacun des DOM et des TOM de notre pays, il y ait le même niveau de compétences. Le vrai sujet, c'est la difficulté pour chacun d'entre nous de l'accès aux soins. Parce qu'il n'a jamais été aussi inégalitaire qu'aujourd'hui. Paradoxalement, moi que j'ai passé ma vie à essayer de diffuser les pratiques, je constate, et ça a été dit tout à l'heure, que jamais l'accès aux soins n'a été si difficile et si aléatoire. C'est par hasard qu'on tombe sur le bon professionnel. Donc c'est un combat de tous les jours. Et je voudrais aussi rajouter une chose, monsieur, si vous le permettez. J'ai vécu aux États-Unis et c'est vrai que le poids financier, le poids de la finance sur la santé aux États-Unis est majeur. On a la chance de vivre dans un pays où ce n'est pas le cas. C'est-à-dire il y a une réalité économique à prendre en compte. Et encore une fois, il faut mettre le balancier au bon endroit. Il y a des endroits où clairement on n'a pas fait attention assez à l'argent. Mais ce pour quoi je pense qu'on a la chance de vivre dans un pays comme la France, c'est que les pouvoirs publics, que ce soit le ministère des Finances, de la Santé, les ARS, l'HAS, sont là justement pour garantir que quelque part il y a un équilibre entre des besoins de type industriel quand on parle de la qualité, mais aussi des situations régionales, des situations locales, et faire en sorte que l'équilibre soit trouvé. Alors, encore une fois, je ne connais pas votre région, je ne le dirai pas, mais je pense qu'ils en sont conscients, qu'ils doivent trouver ce juste équilibre, parce que c'est vrai que dans des pays comme les États-Unis, qui ont à la fois la meilleure médecine du monde sur le plan de certains indicateurs, quand on regarde la question de l'exclusion de la santé, il y a bien sûr des choses extrêmement négatives à dire, et ce n'est pas ce qu'on veut voir arriver en France. Juste pour compléter, pour très souvent discuter avec Michel Ballereau, qui a été un des auteurs de la réforme sur la qualité des laboratoires, très clairement, ce que décrit Robert Sigal en quelque sorte, la restructuration par la qualité, c'était pas écrit comme ça, mais c'était bien dans tous les esprits. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Peut-être qu'en revanche, ce qui a manqué, c'est l'accompagnement managérial de ça, et l'accompagnement territorial. C'est-à-dire que, certes, il fallait faire le ménage par la qualité, mais il fallait aussi construire sur le territoire la réponse à l'offre de soins. Et ça, et souvent, peut-être ce qui pêche chez nous, c'est qu'on voit les choses très différemment et on n'arrive pas à joindre ces deux nécessités. Mais je crois que là, elles étaient... la recherche de la qualité dans le laboratoire, ce n'est pas un biologiste que je vais l'apprendre, mais c'était quand même une nécessité. Oui, bonjour. Marie-Hélène Nérol, déléguée territoriale de Loire-Atlantique, mais je m'exprime aussi en tant que citoyen. Si je vous rejoins volontiers sur la très grande avance de l'industrie par rapport au monde de la santé en ce qui concerne la qualité, je suis quand même, au jour d'aujourd'hui, très interrogative et je me demande si, pour reprendre des formulations qui ont fait Flores, on n'est pas passé dans un monde aussi de la post-qualité. Je n'en veux pour exemple que le développement de ce qu'on appelle l'obsolescence programmée dans le monde de l'industrie, qui touche de très larges secteurs au jour d'aujourd'hui, pour ne pas parler du scandale qu'a représenté la manipulation délibérée de certains programmes par de grands constructeurs automobiles, etc. Donc je crois qu'il nous faut rester tout à fait prudent entre pas à qui profite le crime, mais à qui profite la qualité. Et l'attention que nous devons avoir vis-à-vis d'une qualité, finalement, qui peut apparaître aussi comme la qualité suffisante au regard d'un objectif de marché. Et donc peut-être un dévoiement intrinsèque de la qualité. Et je pense qu'en tant que professionnel de santé, dans le monde actuel, c'est véritablement une préoccupation et une interrogation que nous devons vraiment reprendre avec le monde de l'industrie, notamment au regard de préoccupations environnementales ou de responsabilités sociétales qui sont complètement absentes de pratiques, par exemple, d'obsolescence programmée, pour ne pas parler
d'autres choses, quoi. Voilà. Écoutez, je suis pas là pour défendre l'industrie, c'est pas mon point de vue et je vais pas le faire d'ailleurs. C'est juste pour dire qu'en matière de culture de qualité, ils ont des années d'avance. C'était seul l'objet de mon propos. Maintenant, qu'il y ait des dévoiements, qu'il y ait des choses qui dans l'industrie ne fonctionnent pas, là-dessus, je vous en donne acte totalement. J'ai pas de sujet là-dessus. Je dis juste que le monde médical a aussi à apprendre de la qualité, si je puis dire, et probablement de la non-qualité de la qualité. Alors, est-ce qu'on a une dernière question? Oui. Deux. Patrick, tu avais le doigt après. Je suis désolé, je les prends dans l'ordre de lever les doigts. C'est une règle démocratique. Merci, c'était juste avant Patrick. Jacques-Baptiste Tony, président d'MG France. Je voulais faire, en vous écoutant, Monsieur Munich, un parallèle avec ce qui se faisait, ce qui commençait à se faire dans les équipes de soins primaires et dans les maisons de santé. On a beaucoup parlé à travers votre intervention de l'hôpital et je me dis qu'on a quelque part des parallèles à faire avec ce qui se met en place dans les équipes de soins primaires, avec notamment des éléments communs qu'on retrouve qui sont le travail en équipe. Effectivement, de moins en moins, il est possible de concevoir de la qualité sans le regard par les pairs qui sont les médecins comme nous, mais aussi en pluriprofessionnel. Et l'intérêt, effectivement, de ce travail pluriprofessionnel, je crois, n'est plus à démontrer. De la même façon, on ne conçoit plus maintenant, dans une équipe de soins, l'absence de staff régulier, de revue de cas ensemble. C'est des choses extrêmement importantes. Et depuis peu, on voit aussi apparaître ces notions de qualité commune à travers notamment le recueil des données de la production des soins qui sont produites par l'équipe, mais également de plus en plus l'irruption des associations de patients qu'on fait rentrer, et ça a été le cas, ça a été proposé dans le cas de la FFMPS, de faire rentrer les associations de patients au sein des conseils d'administration des équipes de soins quand elles travaillent. Et là encore, cette culture que vous décrivez de gestion de projets, de concevoir des projets ensemble, de mettre en place des actions de santé publique collective, participe, à mon avis, pleinement à la notion de qualité que vous avez mis en avant nous, très probablement, dans les hôpitaux. Mais c'était plus facile pour vous. Et nous n'avons pas, par rapport à vous, cette culture de travailler ensemble parce qu'on n'a pas les moyens, on ne nous a pas donné jusqu'à maintenant les moyens. Et là, je reprends ma casquette de syndicaliste. J'espère que les annonces présidentielles donneront clairement des moyens pour les CPTS notamment, pour pouvoir se structurer et faire de l'ambulatoire l'équivalent de ce qui s'est fait à l'hôpital il y a déjà longtemps. Vous êtes d'accord que ça doit se tricoter ensemble? Pas chacun de notre côté, parce que tout le but, c'est de faire du lien. Alors, dernière question pour Patrick. En fait, c'est deux questions, une pour chaque intervenant. Patrick Gasser, je suis président de l'UMSP-CSMF, ancien président de l'URPS des Pays de Loire. Oui, peu importe. Deux questions. En fait, n'y a-t-il pas une place pour l'industrialisation dans le domaine de la santé et du soin pour prendre en charge l'ensemble des patients et générer de la qualité par la protocolisation? Et ça, quand on parle d'industrialisation dans le domaine du soin, on va vous mettre le goudron et les plumes. Est-ce que donc il n'y a pas un discours à mettre en place et à travailler pour qu'on génère tous ensemble, au travers de la prise en charge globale, et moi ce que j'appelle l'industrialisation de la qualité? La deuxième question, ok, une espérance au travers des IHU. Combien y en a-t-il? Le problème est qu'aujourd'hui chez nous, et vous avez parlé du handicap, et de ces enfants qui sont dans les différentes structures. Nous, on a des territoires qui sont reculés, Châteaubriand et d'autres, où l'accessibilité à un médecin, et un médecin pédiatre, neuropédiatre, est difficile. Et vous savez que dans le milieu médico-social, et le rapport Pifto l'avait souligné, il y a des difficultés, je dirais, de vie ensemble. Et aujourd'hui, ça nous pose un vrai problème. Il faut qu'aujourd'hui, le régulateur dise, dans la prise en charge
d'un patient, et notamment handicapé, il faut un diagnostic. Et il faut l'imposer aujourd'hui, ce qui n'est pas fait aujourd'hui dans la prise en charge de ces enfants, et qui, donc, nous dirige vers ce que vous avez décrit, la mauvaise qualité des prises en charge et la mauvaise prise en charge de l'ensemble de la population. Merci, monsieur. Je dirais un mot sur la première question qui est destinée à Robert, et puis je vous répondrai aussi sur la question des IHU. En vous écoutant tous, je me demandais si, dans les différents URPS, vous aviez la possibilité de mettre en place des entrepôts de données informatiques, de manière à pouvoir, parce que c'est pas très cher aujourd'hui, il y a des sociétés françaises qui commercialisent des entrepôts de données, qui permettent des recherches en langage clair, et qui sont maintenant non seulement un outil de gestion, mais également un outil de recherche. Donc c'est pas cher, ça permet de la mutualisation dans des maisons médicales ou entre plusieurs maisons médicales, et ça peut être un outil de gestion et de recherche absolument fantastique. Donc je me posais la question de savoir si vous n'étiez pas aussi en bonne position pour être des pionniers de l'intelligence artificielle en santé, paradoxalement. Quand je compare à la lourdeur des grosses boîtes hospitalières publiques. Mais ça, Robert répondra mieux que moi. Pour votre deuxième question, je vous ai pris tout à l'heure l'exemple du maillot jaune et du peloton. Quand on a lancé l'appel d'offres, on a 32 CHU en France. Il y a eu 19 candidats pour la première vague. 6 ont été retenus. On a lancé une deuxième vague qui a fait couler beaucoup d'encre. Il y aura 2 nouveaux IHU qui vont être labellisés. Moi, je crois qu'il faut aller vers la reproduction de ce modèle, parce que c'est un modèle extrêmement fertile, dans la mesure où il associe les protagonistes d'un même projet et le monde industriel dont on parle. Et les industriels sont très heureux de travailler avec des professionnels multicompétences, chercheurs, médecins, parents, patients. Donc il y en a déjà 6, il y en aura 2 autres, et je pense que ce modèle est un modèle qui pourrait parfaitement, si la volonté politique y est, être généralisé. Et vous avez dans les Pays de Loire des gens absolument remarquables. Celui qui a été probablement le pionnier dans les idées des IHU, c'est Soulilou. C'est Jacques Soulilou. C'est le premier qui a lancé, qui est le préfigurateur de ce qui devait être ensuite dans notre esprit les IHU, c'est Jacques Soulilou. Il a dit, c'en est fini, il faut faire éclater cette technocratie et associer les protagonistes d'un même projet. Maintenant, quand on est présent quand on répond présent à l'appel, les ARS embrayent. Robert le disait tout à l'heure, quand il y a un besoin et qu'on trouve un début de commencement de réponse à un besoin, les ARS sont présentes. Les administrations ne sont pas seulement là pour nous persécuter. Ce n'est pas des persécuteurs, les administrations ou les ARS. Ça peut être des vecteurs, des acteurs du changement avec les professionnels. Je veux dire que quand ils ont vu ce que j'avais fait en 20 ans sur 600 enfants autistes qui n'avaient jamais vu un Toubib, ils m'ont dit, je te mets une base, en base, sur le FIR de 350 000 € pour ta suite quand tu seras parti. Tu recrutes 2 PH, un case manager, une secrétaire, un conseiller en génétique, de manière à ce que tu as créé perdure. Donc je pense que des exemples comme le nôtre, comme celui de Lyon, et j'espère un jour la région Hauts-de-France, et d'autres, la vôtre, fera école. Par parenthèse, pour le pédiatre généticien que je suis, sachez que votre région est considérée comme la meilleure de France dans notre spécialité. Vous avez 4 très grands CHU, et dans chacun, d'excellents professionnels. Donc c'est une question de militantisme. Comme je vous le disais, je ne peux pas imposer cela, on peut donner des exemples, faire école, on ne peut pas faire davantage. Mais quand on est là et qu'on a des éléments de réponse, les ARS suivent. Donc il y aura des moyens pour les bonnes volontés. Vous parlez d'industrialisation de la médecine. Je crois que c'est un mot valise qui peut faire un peu peur. Moi, je voudrais à nouveau saluer le fait que je vois 2 jours de débat sur la question de la qualité. Donc ça veut dire on est sur un état d'esprit. Et je pense que l'état d'esprit de qualité peut être compris du public, peut être compris des malades, et c'est important. Le mot industrialisation peut leur faire peur, et comme c'est pas très précis, il y a une vraie raison d'avoir peur. Je pense simplement que derrière le mot qualité, il faut que
sciences et humanité soit présent. Parce que si c'est une qualité purement financière ou technocratique ou technique, ça ne suffira pas. Donc si la science et l'humanité sont présents avec la qualité, ça ira. Et je terminerai juste en citant une phrase qui était chère à Napoléon. Il disait « La guerre est un art simple, tout d'exécution ». Donc ce que je veux dire simplement, c'est que pourtant, Dieu sait que c'était un grand stratège, mais la question devient maintenant la question d'initiative locale, de choses très concrètes, d'exécution, de mise en œuvre. Donc tout ce que j'ai entendu tout à l'heure, depuis les maîtres de stage qui ont avec eux des apprentis ou des compagnons, les facs qui mettent en place un enseignement sur des mannequins ou sur l'entretien, tout ça, c'est ça qui va compter à l'avenir. On peut faire des grands discours, on peut faire... Ce qui va compter, c'est une espèce de un état d'esprit, pour commencer, la qualité, et ensuite la mise en œuvre concrète, patiente, qui va connaître comme toute initiative, il va y avoir des reculs, évidemment. Mais est-ce que finalement, ça fait comme ça et ça progresse, ou est-ce que ça reste plat? Bon, on peut espérer, on saluer le fait que ce qu'on commence à voir quand même dans le monde de la médecine, c'est que oui, la qualité, appuyée encore une fois sur la science et l'humanité, progresse. Merci. Mais écoutez, vraiment merci. Je crois qu'on peut vraiment vous remercier de cette intervention. On va faire la pause. On a un quart d'heure de retard, mais ça fait rien. On se passera de dîner bientôt.